Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Donc je vous fais cette vidéo parce que je vous ai demandé du coup de me poser des questions sur Instagram, sur Twitter, sur mes deux comptes Instagram. Tout ce que vous voulez par rapport à la drépanocytose. Donc plus d'explications, des questions sur moi, etc. Donc je vais y répondre. Je crois qu'il y a une dizaine de questions, il y en avait qui se rejoignaient à chaque fois. Donc je les ai regroupées. Donc c'est parti. Donc la première question c'était à quel âge j'ai fait ma première crise drépanocytaire. Donc j'ai fait ma première crise drépa à l'âge de 3 ans. Ensuite on m'a demandé depuis quand je sais que j'ai cette maladie. Comme je l'ai dit souvent, je ne sais pas à quel âge j'ai su exactement que c'était la drépanocytose. Enfin j'ai pas su mettre un mot direct sur ma maladie, mais j'ai su très très jeune que j'étais malade parce que j'avais souvent des rendez-vous à l'hôpital. Moi j'étais suivie à l'hôpital à Créteil, donc j'avais des rendez-vous de suivi depuis que je suis née jusqu'à mes 18 ans, tous les 3 mois. Donc j'allais souvent à l'hôpital. Et ensuite, de mes 18 ans jusqu'à là, mes 25 ans, c'est des rendez-vous de suivi tous les 6 mois. Mais j'ai su très très jeune du coup que j'avais des soucis de santé parce que déjà je faisais souvent des crises quand j'étais petite. J'étais souvent hospitalisée, c'était à base de entre 3-4 hospitalisations par an. Ensuite, on m'a posé la question, quel est ton traitement actuel? Donc mon traitement actuel, en fait, je prends 2 médicaments du coup. Moi je préfère les prendre le matin, après chacun fait comme il veut. Il y en a qui préfèrent le prendre le soir. Moi je les prends le matin, comme ça au moins ma journée elle commence. Je prends le médicament et comme ça c'est fait. Le premier traitement que je prends du coup c'est de l'acide folique. Donc en fait c'est un petit comprimé qui est jaune. Je sais pas si on va voir là. Et en gros en fait c'est l'acide folique et ça permet de... C'est la vitamine B9 en fait. Et ça permet du coup de aider à la production de globules rouges. Donc de mon adolescence jusqu'à 2017 je prenais que ce médicament là, que l'acide folique. Et en 2007 j'ai fait très 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 grosse crise drépa. J'ai fini en réanimation, c'était la pire crise de ma vie. En plus j'étais en pleine étude, etc. J'étais en licence, j'étais en prépa école de commerce et en même temps en licence. J'ai pas pu passer mes partiels, c'était n'importe quoi. Je suis restée 3 semaines à l'hôpital. Et du coup à partir de... Enfin quand j'ai fait cette crise là, mon médecin m'a dit Mélissa, tu devrais peut-être prendre un traitement de fond pour la drépanocytose. Donc moi je savais même pas qu'il y avait des traitements de fond à ce moment là. Donc j'ai commencé à prendre du coup depuis 2017 le Cyclos. Donc en fait c'est un... Je vais pas ouvrir parce que voilà, c'est des comprimés blancs comme ça en fait. C'est hyper gros à prendre. Et en fait il faut savoir que c'est une chimiothérapie médicamenteuse en fait. C'est un traitement qui aide à augmenter l'hémoglobine fétale. En fait l'hémoglobine fétale c'est une hémoglobine qu'on a tous quand on est bébé et qui disparaît quand on grandit. Mais chez les drépanocytaires en fait ça permet de nous protéger. C'est pour ça que quand on est drépa, on fait pas trop de crises comme on est bébé, comme c'est une hémoglobine que l'on a quand on est enfant. Il faut savoir que vous, les personnes non malades, vous avez une hémoglobine entre 12 et 16 pour les personnes normales. Et pour nous, par exemple, moi, mon hémoglobine de base, elle est à 8. Donc l'hémoglobine, en fait, c'est la protéine qui permet de faire circuler l'oxygène dans le sang, pardon. Et moi, mon hémoglobine de base, elle est à 8, ce qui fait que c'est très très bas, c'est-à-dire c'est une très très forte anémie. Nous, les drépanocytaires, on est anémiés à longueur de temps. Et grâce à ce traitement, en fait, mon hémoglobine, elle augmente, enfin, elle est à la dernière prise de sang que j'ai faite, elle était à 11, donc je suis presque dans la moyenne. Et en gros, ce traitement-là, il permet d'augmenter l'hémoglobine fétale et donc d'éviter de faire des crises drépanocytaires. Donc concernant l'acide folique, j'ai pas eu d'effets secondaires, tout se passe bien. Par contre, ce traitement-là, les effets secondaires que j'ai eu, hein, franchement, j'en ai eu 3. Donc le premier effet secondaire que j'ai eu déjà, c'est que j'ai la peau qui est très très sèche, j'ai les lèvres sèches, j'ai les jambes qui sont sèches, j'ai les yeux qui sont un peu secs aussi. Ça me rappelle quand je faisais le traitement Roaccutane pour l'acné, carrément c'est les mêmes effets secondaires. Ensuite, le deuxième effet secondaire que j'ai eu, mais qui est pas plus mal au final, pour moi c'est la prise de poids. Parce qu'il faut savoir que nous les drépanocytaires, on est très minces de base. Parce qu'il faut savoir en fait que le globule rouge d'un drépanocytaire, il circule dans le corps que 20 jours, tandis que vous, vos globules rouges, ils circulent dans votre corps 120 jours. Donc nous, en fait, nos drépanocytaires, ils se détruisent vite, en fait. Et du coup, on est en surproduction constamment de globules rouges. Donc notre corps, à l'intérieur, il consomme de l'énergie. C'est pour ça qu'on est plutôt mince, en fait, les drépas. Donc moi, en fait, quand j'ai pris un peu de poids avec ce médicament, j'étais grave contente, j'étais refaite. Parce que je précise, du coup, oui, nos globules rouges, ils se cassent. Et quand ils se cassent, en fait, ils libèrent un liquide jaune qui s'appelle la bilirubine. Et ce liquide jaune, en fait, il remonte dans nos yeux et dans nos urines, en fait. Donc c'est pour ça qu'on nous dit souvent au drépa de bien surveiller la couleur de nos yeux et la couleur de nos urines. Si nos urines sont plus foncées, si nos yeux sont jaunes, ça peut être annonciateur de crise, en fait.
Donc j'ai pris entre 5 et 7 kilos. Mais j'ai grossi sur le coup. Mais après, je suis redevenue normale en fait. Ces kilos ils sont partis. Donc la prise de poids, c'était le deuxième effet secondaire. Et ensuite, le troisième effet secondaire que j'ai eu malheureusement, c'est une chute de cheveux. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, ce traitement-là, c'est une chimiothérapie médicamenteuse. Je vous montre juste la notice du traitement. On dirait que c'est un journal. Voilà, pour vous dire. C'est pas du tout un traitement à prendre à la légère. Donc moi, j'ai eu une chute de cheveux au niveau des tempes, ici. Franchement, j'ai jamais eu d'alopécie de ma vie. C'était la première fois, mes cheveux, franchement, j'ai pleuré même. Je me suis même dit, oui, il faut que j'aille en Turquie faire des greffes de cheveux et tout. C'était horrible. Moi, j'ai commencé ce traitement quand je suis sortie d'hospitalisation en juin 2017. Mais j'ai vraiment vu la chute de cheveux en janvier 2018. Donc vraiment une chute de cheveux localisée au niveau des tempes, là et là. Et du coup, voilà. Malheureusement, je préfère perdre un peu de cheveux que faire des crises, d'être hospitalisée à chaque fois. Du coup, pour contrer un peu cette chute de cheveux, je prends, en même temps que tout mon traitement, je prends des compléments alimentaires. Donc j'ai testé Luxéol. Luxéol, ça a bien fonctionné, par contre ça a bien fait pousser un peu mes cheveux. Ensuite, j'ai testé ceux-là, les Good Hair de l'Achillée, qui sont aussi pas mal. Donc franchement, les deux que j'ai testés, c'est l'Achillée et Luxéol, qui m'ont vraiment aidé à repousser mes cheveux et tout. À faire repousser mes cheveux, pardon. Maintenant, en 2021, mes cheveux, ils ont poussé, bon c'est pas de ouf, mais au moins je peux sortir avec mes cheveux naturels, je peux faire des ponytails, etc. Ça se voit pas trop, donc tant mieux. Parce que j'avais grave un complexe au niveau de ça, mais au final tout va bien. Donc là c'était les deux traitements que je prends pour la drépanocytose. Il faut savoir aussi le dernier traitement que l'on prend, c'est même pas un traitement, c'est quelque chose qui est vital en fait, c'est l'eau en fait. Parce qu'en fait la drépanocytose, la spécificité c'est que nos globules rouges en fait, au lieu d'être en forme ronde, ils sont en forme de faucilles, donc ils ont du mal à circuler dans le sang, ils ont du mal à se faufiler en fait, et c'est ça en fait qui crée des bouchons et qui crée du coup les crises vaso-occlusives, donc les crises qui font hyper mal. Et pour aider à fluidifier le sang, on nous conseille de boire de l'eau tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On nous conseille de boire entre 2 litres à 3 litres d'eau par jour. Moi personnellement, je suis entre 2 litres 5, 3 litres d'eau, j'essaye. Et voilà, au-delà de tous les traitements, de tous les médicaments qu'on peut prendre, c'est juste l'eau en fait qui a fluidifié le sang, et du coup nous éviter aussi de faire des crises. Donc moi j'essaie d'être à 3 litres d'eau par jour. Ensuite, rien à voir avec la drépanocytose, moi j'ai plein d'autres carences. Malgré tout ce qu'on a pu faire, je sais pas, je suis toujours carencée et je pense que c'est... c'est moi, mais il y a d'autres drépas aussi qui sont dans le même cas que moi, mais je pense pas que ça soit lié à la drépanocytose. Donc déjà, moi je suis carencée en zinc, donc je prends ça tous les jours aussi, c'est du Rubozinc. Je prends un comprimé par jour. Ensuite, ça c'est les noirs en général, on est carencé en vitamine D, donc je prends une ampoule tous les mois de vitamine D. Pour finir, je suis carencée en fer, comme si c'était pas suffisant, donc tous les 6 mois je vais à l'hôpital me faire des injections de fer en fait par intraveineuse. Alors ensuite la question qu'on m'a posée c'est si le cyclos il diminue la fertilité de l'homme au niveau des spermatozoïdes, donc ça c'est vrai. Le cyclos ça réduit, ça rend stérile en fait les hommes. Donc en fait quand on propose ce traitement aux hommes, on leur propose aussi de congeler leurs spermatozoïdes en fait. Parce que c'est vrai que ça réduit la fertilité chez les hommes. Pour les femmes, il n'y a aucun souci au niveau de la fertilité. Juste qu'on nous conseille à nous les femmes que si on veut tomber enceinte, on nous conseille d'arrêter ce traitement 3-4 mois à l'avance, avant de tomber enceinte. Ensuite, question qu'on m'a demandé, c'est si j'ai subi des opérations à cause de la drépanocytose. Donc oui, moi on m'a retiré ma vésicule biliaire en 2002, donc il y a 18 ans, parce que ça a fait des calculs en fait. À la base, mes parents pensaient que j'avais une crise au niveau du ventre, mais en fait, on a fait une radio et on a vu que ma vésicule biliaire, elle a fait des petits calculs en fait. Donc on m'a retiré ma vésicule et des calculs. Et regardez, c'était en 2002 et je les ai toujours. Ils sont là les petites pierres. Dégueulasse. Ensuite, on m'a posé la question si on pouvait guérir de la drépanocytose. Donc la réponse est oui, on peut guérir de la drépanocytose. Pour ça, en fait, il faut subir une greffe de moelle osseuse. C'est la moelle osseuse en fait qui produit les globules rouges. Et du coup, il faut donc qu'on remplace notre moelle osseuse. Mais pour ça, en fait, il faut qu'il y ait un donneur qui est compatible. Donc généralement, on regarde au niveau des frères et sœurs. Alors moi, dans mon cas, on a testé mes frères et sœurs. Et il y a ma grande sœur qui est compatible à 100% avec moi. Donc elle a le HLA compatible, ça s'appelle comme ça. Et donc oui, ma sœur est compatible avec moi si jamais un jour je dois me faire greffer.
Mais la greffe, c'est super compliqué. Déjà, c'est pas moi qui choisis de me faire greffer, c'est les médecins qui vont faire le choix de monter un dossier pour moi pour qu'on m'accorde cette greffe. Et en plus, elle est réservée aux drépanocytaires qui sont tout le temps à l'hôpital, qui font tout le temps de crise, qui ont grave des complications. Moi, grâce à Dieu, c'est pas mon cas. Ma dernière crise, elle date d'il y a bientôt 4 ans. Donc même s'il y a ma soeur qui est compatible avec moi à 100%, c'est pas dans mes plans de faire la greffe, c'est pas dans les projets, c'est pas dans les projets des médecins non plus de me la faire faire. En plus, la greffe, c'est super compliqué. Enfin, déjà, mon médecin, enfin mon dermatologue, il doit monter un dossier. Ensuite, ce dossier, il passe devant un jury de médecins qui, là, choisit s'il m'accorde la greffe ou pas. Ensuite, il y a ma soeur qui doit passer devant le tribunal parce qu'en fait, les juges, si elle accepte du coup de donner sa greffe, bah, les juges, en fait, ils doivent en gros déterminer que moi, je vais pas forcer à me donner la greffe, qu'elle était complètement consentante, qu'en gros, je vais pas mis un couteau sur la gorge pour qu'elle accepte de donner sa greffe, enfin, sa moelle osseuse. Ensuite, bon, on est hospitalisé, etc. C'est chimiothérapie. C'est vraiment compliqué. Moi, pour l'instant, je vis très très bien avec ma maladie. Je fais pas beaucoup de crises. Certes, j'ai des petites douleurs quotidiennes, etc. Mais franchement, la greffe, c'est pas dans les plans. Et comment mes amis ils ont réagi quand j'ai su que j'étais malade? Bah, ils ont réagi normalement en fait. Ils n'étaient pas surpris. Ils me demandaient pourquoi j'étais à l'hôpital. Je leur ai dit que j'avais la drépanocytose. Ils m'ont demandé ce que c'était. Il y en avait qui connaissaient, il y en avait qui connaissaient pas. C'est quand j'étais à l'hôpital en 2017 que je me suis vraiment rendu compte qui étaient mes vrais amis. Hein. Franchement, voilà, les vrais amis, c'est ceux qui prennent de tes nouvelles tous les jours, c'est ceux qui passent te voir quand t'es à l'hôpital, c'est ceux qui, quand t'as eu des examens, qui te demandent si ça s'est bien passé, si tout va bien. C'est ceux aussi qui m'encouragent à faire des vidéos, parce que moi de base je comptais pas faire de vidéos, mais c'est ceux du coup qui m'envoient des messages, qui m'incitent à faire des vidéos, à faire plus de sensibilisation, etc. Voilà, moi mes amis, bah savent, hein, même elles savent, franchement elles sont grave derrière moi, elles me soutiennent, elles me suivent sur ma page Repafight, etc. Et je pense que le plus important c'est d'être bien entourée, et moi pour ma part c'est mon cas. Franchement j'ai des amis, j'ai des copines, je les kiffe de ouf, elles-mêmes elles savent. Au niveau de mes relations amoureuses, si mes copains ou mes ex savaient que j'étais malade, bah oui forcément, je peux pas le cacher. Moi c'est la chose que je dis dès le début en fait, c'est quelque chose que toutes les femmes drépanocytaires ou même hommes, dès que vous vous mettez en couple, vous avez un projet de vous mettre en couple, vous dites dès le début que vous êtes drépanocytaire. Comme ça, si la personne elle accepte pas, ça arrive hein, franchement, qu'elle veut pas d'être avec une personne malade, etc., bah au moins vous savez dès le départ et il n'y a pas de souffrance, etc. Vous n'êtes pas attaché à la personne. Moi de toute façon avec mes réseaux maintenant on sait direct que je suis malade, donc oui c'est quelque chose que je dis dès le début et franchement ça n'a jamais dérangé. Je suis jamais tombée sur un gars qui m'a rejeté par maladie ou qui voulait pas être avec moi parce qu'il avait peur. Enfin c'est débile en fait, franchement c'est... Donc moi oui je dis dès le début que je suis malade et tout se passe bien. Franchement des deux côtés, en amour, en amitié, j'ai jamais eu de soucis, toujours bien entourée, donc tant mieux. Moi je pars du principe que si un gars il veut être avec toi, bah, il accepte forcément ta maladie. Et s'il n'accepte pas, bah, c'est que c'est pas la bonne personne en fait, tout simplement. Et moi, je pars. Moi, pour moi, c'est comme ça. J'ai toujours fonctionné comme ça. Si le gars veut être avec moi parce que je suis malade, tant mieux. S'il veut pas, tant pis. Ensuite, on m'a demandé as-tu déjà fait face à des professionnels de santé qui ne connaissaient pas ta maladie? Donc, ça, malheureusement, oui. J'ai échangé avec ma cousine qui est en médecine. Je sais pas dans quelle année de médecine, mais en gros j'ai demandé si la drépanocytose elle était étudiante en médecine. Donc elle m'a dit que c'était juste un petit paragraphe en deuxième année de médecine. Et ensuite, elle m'a dit c'est au choix de l'étudiant, s'ils veulent se surspécialiser, ils peuvent prendre la drépanocytose en option dans leur cours. Mais c'est pas quelque chose qui est abordé comme le sida ou la mucoviscidose ou le cancer ou plein d'autres maladies, malheureusement. Donc comme elle m'a dit c'était un petit paragraphe de sa deuxième année de médecine et c'est tout. Franchement, elle m'a clairement dit que c'est une maladie qui n'intéresse pas les étudiants, qui n'intéresse pas les médecins, Et c'est vraiment dommage en fait parce que c'est la première maladie génétique en France et dans le monde. Et du coup voilà, c'est trop dommage qu'il n'y ait pas assez de sensibilisation sur cette maladie. Ensuite, on m'a demandé est-ce que c'est un handicap cette maladie pour moi? Non. Non. Moi c'est plus ma force du coup. Franchement, depuis que j'ai accepté que j'étais malade, donc depuis 2017, depuis cette fameuse crise, je suis tellement bien dans ma tête, dans mon corps, je me sens bien, je suis à l'aise avec mon corps, j'ai aucune honte à parler de ma maladie, voilà, moi je suis fière de ce que je suis, ça m'a pas empêché d'entreprendre des choses dans ma vie, de faire des voyages, de faire des études, de faire de l'alternance, de sortir, d'aller en soirée. Donc moi c'est pas un handicap, c'est ma force et je conseille à tous les drépas aussi de s'accepter. Voilà, on est malade, on n'y peut rien, c'est pas notre faute, c'est pas nous qui l'avons choisi,
c'est pas une fatalité, on peut vivre notre vie comme tout le monde. C'est quand même un handicap, hein. C'est un handicap invisible. Donc voilà, moi par exemple, j'avais un tiers temps pour tout ce qui était mes épreuves du baccalauréat, du master, etc. J'avais du temps en plus parce que on a remarqué chez les DREPA qu'on avait plus de difficultés à... Enfin moi pour ma part, j'ai plus de difficultés à me concentrer, à me mettre vraiment dans le bain. J'ai remarqué aussi que j'étais très lente. Après c'est aussi un handicap dans le sens où moi bah je faisais pas de sport spécialement, enfin en sixième, etc. J'ai pas pu faire des activités comme tout le monde. Par exemple, je n'allais pas dans l'eau quand c'est la piscine, je faisais pas de la bosse, ce qui fait que là j'ai pu avoir bientôt 26 ans, je sais pas nager. Mais bon, j'ai décidé de prendre des cours de natation cette année. Parce qu'à l'ancienne, on nous disait que les DREPA, il fallait pas trop qu'ils aillent dans l'eau parce que le froid, etc., ça peut déclencher des crises. Mais bon, moi, maintenant, ce que je fais quand je vais dans l'eau, c'est que je rentre dans l'eau, je reste 20 minutes, après je ressors parce que sinon j'ai froid. Mais c'est un handicap invisible, du coup, c'est pour ça que nous les DREPA, enfin la plupart des DREPA, on a cette carte de priorité en fait. Donc moi je m'en sers pour la poste, pour les courses, pour les concerts, pour les parcs d'attractions. Moi, les personnes qui m'accompagnent, on fait pas la queue, donc ça c'est top. Parce que pour le coup, moi, au bout de 20-30 minutes debout, je commence à avoir mal en bas du dos en fait. Donc cette carte, elle est grave utile. Et pareil, les DREPA aussi, ils ont la carte de stationnement en fait, pour pour se garer sur les places handicapées. Après, comme j'ai parlé d'alternance et tout à l'heure, on m'a demandé si c'est mieux côté pro, si c'est mieux que les employeurs savent pour la drépanocytose. Donc moi, je pense que oui, parce que déjà, moi, je suis tous les 6 mois à l'hôpital. Voilà, pour justifier mes absences, etc. C'est quand même mieux que l'employeur soit au courant que tu es en situation de handicap, que tu possèdes la RQTH, etc. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour des questions qu'on m'a posées. Si vous avez d'autres questions, franchement, n'hésitez pas à me poser des questions, pardon, sur Instagram ou sur Twitter, je réponds à tout le monde. J'ai vraiment regroupé toutes les questions parce qu'il y en avait beaucoup trop, franchement, surtout sur Twitter, j'ai grave des questions. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser d'autres questions. Je pense que je ferai une vidéo. À la base, moi, je comptais pas faire d'autres vidéos, mais comme on m'a tellement poussé à en faire et tout, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas pour 2021, faire plus de sensibilisation sur la DREPA. Donc je vais faire une autre vidéo, du coup, ce sera sur les clichés, sur les patients drépanocytaires et sur la drépanocytose qu'on ne veut plus entendre en 2021. Franchement, ça c'est stop, 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 stop. Il y a des choses qu'on ne peut plus entendre sur nous. J'ai prévu de faire une autre vidéo avec une copine à moi qui est drépanocytaire. Et ensuite, je vais faire une vidéo avec une copine à moi qui est encore drépanocytaire et qui va se faire greffer, normalement, si tout se passe bien. Donc, elle n'est pas en Ile-de-France, mais du coup, elle va filmer tout le processus de greffe, etc. Et moi, je ferai le montage et je la mettrai sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, cette vidéo, j'espère qu'elle sera pas trop longue. Merci de m'avoir posé des questions, merci de m'avoir écouté. Et je vous fais de très très gros bisous.